Nous sommes avec Fabienne Ernoult, qui est déléguée générale à la RSE et à la Fondation April. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter la Fondation April? Oui, donc j'ai en charge en effet la RSE et la Fondation dans la mesure où l'objectif est vraiment d'aligner nos actions sociales, sociétales et ce que l'on fait par rapport à la société civile. Alors la Fondation part d'un constat très simple, c'est que 40% des maladies sont évitables d'une façon générale. C'est encore plus prégnant sur les publics les plus fragiles, socialement ou physiquement. C'est la raison pour laquelle on s'intéresse aux personnes qui sont le plus touchées, c'est-à-dire les personnes après cancer et les aidants familiaux. Alors justement, chaque année, en fait, ou presque chaque année, vous faites une grosse étude sur les aidants. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer pourquoi vous faites une étude sur les aidants, plus Oui, précisément sur les aidants? alors justement, par rapport aux aidants, pour accompagner les aidants, l'objectif, c'est d'abord de partir d'un diagnostic, de la photo de ce qui se passe, de la situation. Et c'est bien là le rôle premier de la Fondation. Elle observe, on est vraiment observateur des enjeux de société. Et l'objectif est maintenant, depuis 6 ans, pour le baromètre des aidants, d'évaluer la situation, de mesurer la perception de 2000 Français sur cette notion d'aidant. Derrière, ça permet à la fois d'agir, d'accompagner des acteurs qui nous semblent les plus efficaces sur le terrain et de pouvoir informer le plus grand nombre, le public et les pouvoirs publics sur les grands enjeux liés à la situation des aidants. D'accord. Est-ce qu'on peut donner quelques grands chiffres concernant les aidants et qui sont les aidants et différents types d'aidants qu'il peut y avoir? Oui, alors aujourd'hui, on sait qu'il y a 11 millions d'aidants en France. Qui ils sont, il y a beaucoup d'idées préconçues sur le sujet. Souvent, on pense dans l'imaginaire collectif, l'aidant est une aidante plutôt âgée qui s'occupe de ses parents vieillissants. Et on se rend compte que la réalité est parfois bien différente. C'est vrai qu'aujourd'hui, 80% des aidants, par exemple, ont moins de 65 ans. Donc, ils sont plutôt jeunes, voire très jeunes. Ils sont actifs. Aujourd'hui, il y a 62% d'aidants actifs qui sont en activité, soit salariés, soit indépendants. 42% des aidants sont des hommes. Donc, oui, il y a une majorité de femmes. Malgré tout, il y a 42% d'hommes dans les aidants. Et si 79% des aidants aident un membre de leur famille, seuls 39% aident un parent. Donc voilà, la réalité est beaucoup plus contrastée. Il y a même le phénomène des jeunes aidants. Aujourd'hui, il y a 500 000 jeunes aidants qui ont entre 15 et 25 ans en France. Et là, vous imaginez bien que les enjeux ou l'impact par rapport à leur vie en général, par rapport à l'accès aux études, par rapport à la perte de chance ou le départ dans la vie professionnelle est encore un enjeu bien différent. Est-ce qu'on peut lister des différentes tâches que les aidants font pour aider la personne aidée? Oui, alors les tâches, il y a beaucoup de suivi et d'accompagnement administratif en priorité. Il y a l'aide à la mobilité, donc pouvoir emmener l'aider sur des rendez-vous médicaux, les accompagner. Il y a le soutien à domicile et il y a le soutien psychologique également largement reconnu par les aidants. D'accord. Donc cette année, vous avez à nouveau réalisé une étude sur les aidants. Est-ce que vous pouvez nous la présenter et sur quelle thématique plus particulière elle se portait? Donc cette année, comme c'est un baromètre tous les 6 ans, on a continué sur un certain nombre de critères récurrents. On a rajouté un volet sur le répit, mais ce qui est extrêmement surprenant cette année, c'est le contexte. Et c'est là où on se rend compte que les aidants, ce n'est pas une situation figée ou statique, mais qui est également extrêmement impactée par l'actualité. Donc le baromètre ayant été diligenté au mois de juillet, juste après cette période de confinement, on suppose aussi qu'il y a certains critères qui ont pu être un petit peu différents et en tout cas interprétés différemment cette année. Je vais vous prendre quelques exemples. À la question « Aidez-vous plusieurs personnes ?» Cette année, 39% des répondants ont dit oui. C'est 5%, 5 points pardon, de plus que l'an dernier, ce qui est significatif. Le nombre des multi-aidants en fait, a augmenté cette année. On peut supposer que c'est un premier impact aussi du confinement, à voir si ça se confirme dans les années qui viennent. La deuxième progression la plus importante cette année qu'on a constatée, qui a progressé de 12 points, c'est que 58% des répondants ont déclaré aider un proche en situation de vieillesse ou de dépendance, contre 46% l'an dernier. Là, on a 12 points de plus que l'an dernier. On se rend compte que, pareil, il y a peut-être eu ce phénomène d'accompagner davantage les personnes âgées de la famille plus que les autres années.
Ce qui pourrait dire que le confinement, enfin la crise sanitaire, le confinement, aurait fragilisé, au moins de manière perçue, plus de personnes. Alors, sans doute, aurait rapproché aussi sur les solidarités familiales et l'aide de nos aînés. Il y a même un des derniers facteurs qui nous a surpris cette année, c'est que 79% des répondants ont déclaré aider un membre de leur famille. Alors, ça paraît beaucoup, mais par rapport aux autres années, si on compare par rapport à 2019, ils étaient 90% à déclarer aider un membre de leur famille. Donc là, c'est pareil, on a une chute finalement des personnes qui aident les membres de leur famille au profit de voisins ou de membres de leur entourage. Donc Ah, ça c'est ce que aussi, je veux c'est dire. un phénomène, on peut imaginer, qui est très lié à la situation particulière qu'on a vécue au mois de juin. Ah oui, donc en fait, c'est des personnes, il y a moins d'aidants qui disent déclarer des personnes de leur famille, donc plus en dehors de leur famille. Donc effectivement, ça peut être oui, l'environnement, la solidarité liée à la crise, à la crise. Ensuite, peut-être voir ce qu'ils entendent par dire en fait, quand ils disent, voilà, j'ai aidé plus de personnes et moins dans la famille, on sait quelles sont les tâches qu'ils ont exécutées. Il y a une définition ou c'est juste, par Il y a exemple, faire les courses, par exemple, pour un voisin. Alors, on n'a pas scindé, on n'a pas croisé à la fois le type d'aide et le type de personne aidée. Donc là, c'est plutôt la bascule de moins des membres de la famille et davantage des personnes de l'entourage en général, ce qui d'habitude, on reste chaque année autour de 90%. Donc ce fléchissement, on verra si ça se confirme, on est toujours très prudent dans l'interprétation, mais en tout cas, c'est un chiffre qui a baissé. Il y a un dernier chiffre également qui, cette année, qui se confirme, là, pour le coup, c'est le maintien à domicile. 75% des répondants ont déclaré que l'aidé vivait chez eux. Et on se rend compte que ce phénomène du maintien à domicile, c'est d'ailleurs un des grands axes d'ailleurs qui a été repris dans le plan de soutien aux aidants du gouvernement, est extrêmement important, à la fois dans la volonté des personnes et puis dans les actions en général, les personnes restent à domicile plutôt que de se tourner vers des institutions spécialisées. D'accord. La question qui me vient, c'est donc là, ils disent, enfin bref, ils déclarent aider plus des personnes en dehors de leur famille. Est-ce que la notion de distance entre, en fait, alors, plusieurs études disent que l'aidant habite en moyenne à plus de 100 km ou 200 km de l'aider. Oui. Est-ce que ça a une influence? Vous croyez que ça a une influence? Alors, Est-ce que les gens se sont dit, voilà, je vais vivre avec ma maman, je vais faire venir ma maman ou la personne la plus jeune que j'aide? Est-ce que vous avez des données là-dessus? nous, on n'a pas eu, sur le cas précis du moment du confinement, des données sur le fait que les aidants aient rapatrié chez eux leurs aidés plus ou moins. On a eu ces données du maintien à domicile avec les problématiques de l'aidé qui est chez lui, voire isolé à domicile. On s'est rendu compte d'expériences aussi avec les partenaires sur le territoire avec lesquels on travaille, type France Répit ou la métropole aidante, que la problématique de l'isolement des aidés qui étaient confinés chez eux et encore plus seuls a été une véritable question à traiter. L'autre sujet, le sujet du répit, tout d'abord peut-être expliquer ce qu'est le répit pour que tout le monde comprenne bien. Oui, alors le répit, c'est avoir à un moment donné pour l'aidant un moment de répit, c'est-à-dire une prise en charge de son aidé de façon temporaire, soit dans un établissement spécialisé, soit par un système d'aide à domicile. Alors on trouve des systèmes type le baluchonnage ou autre pour que lui-même puisse se reposer. Donc il y a des établissements qui accueillent soit l'aidé seul, soit souvent l'aidé et l'aidant pour aussi accorder ces moments de pause. Le répit, actuellement, il est souvent utilisé par les aidants ou c'est seulement le début de ce type d'aide? Alors, il y a plusieurs types de répits qui sont testés aujourd'hui en France. C'est un des grands sujets, d'ailleurs, des grandes priorités qui a été fléché par le gouvernement dans son plan de soutien aux aidants 2020-2022. Il y a plusieurs solutions de répit. Il y a des institutions, il y a des accompagnements, il y a des systèmes de vacances un petit peu encadrés par rapport au répit. Si on regarde les statistiques, puisque c'est une question qu'on a abordée cette année dans le cadre du baromètre, si je reprends les chiffres, on se rend compte que le répit reste très marginal dans la façon de l'utiliser et de l'activer pour les aidants. On se rend compte qu'aujourd'hui, les personnes ne s'autorisent pas forcément à prendre du répit. Et quand on regarde la première cause, si je prends la première raison pourquoi vous ne prenez pas du répit, pourquoi on ne s'autorise pas, c'est la culpabilité.
27% des aidants aujourd'hui culpabilisent de prendre du temps pour eux. Donc, c'est le premier motif de refus qui nous a surpris. La deuxième chose qui nous a surprise, c'est quand on pose la question aux aidants, comment vous utiliseriez votre temps de répit? Seuls 7% des aidants utiliseraient le répit pour se soigner et pour prendre soin d'eux. Donc on se rend compte, et ce n'est pas sur ce seul critère qu'on le voit, que souvent les aidants s'oublient, sont complètement dédiés à l'aider, sont dans leur mission et oublient de prendre soin ou de la prévention de leur propre santé. D'accord, d'accord. D'autres enseignements par rapport au répit dans l'étude ou dans d'autres études en général? Sur le répit, on n'a pas d'autres. C'est un phénomène qui est relativement nouveau. On n'a pas d'autres tendances, nous en tout cas, sur le baromètre, puisque c'est une question qu'on a. C'est la première photo qu'on a réalisée cette année sur le répit. D'accord. Sinon, de l'étude que vous avez réalisée, d'autres enseignements plus généraux sur les aidants? Alors, sur les aidants, c'est vrai qu'on a un paradoxe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette notion d'aidant, c'est une notion pareille qui, dans la perception collective, n'est pas si évidente. Aujourd'hui, il y a un Français sur deux qui connaît réellement cette notion d'aidant, ce qui n'est pas énorme, mais ce qui est une grosse évolution depuis 2015. On est passé de 28% de connaissance du terme au niveau du grand public à 50% du terme, donc en 5 ans. Si on regarde les aidants eux-mêmes, aujourd'hui, on se rend compte que 6 aidants sur 10 s'ignorent. C'est-à-dire qu'ils déclarent apporter une aide régulière à un proche, mais ils ne se considèrent pas pour autant comme un aidant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça reste une notion de dire l'aidant, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc les aidants s'ignorent et font le job. Un Français sur deux ignore encore la notion d'aidant, et ce qui fait qu'on constate dans les faits qu'un aidant met 2 à 3 ans à réaliser réellement qu'il est aidant et à prendre conscience de sa situation. Alors vous pouvez me dire c'est de la sémantique et finalement c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est que derrière, il y a un vrai enjeu de santé publique, et ça, c'est un phénomène récurrent qu'on constate chaque année, c'est-à-dire que tout ce temps-là de perdu, entre guillemets, où on n'a pas forcément conscience du changement, de notre changement de vie et de l'impact que ça peut avoir à la fois sur notre vie, sur notre santé, peut avoir des conséquences derrière, notamment sur des grands enjeux de santé publique. Donc, ils n'ont pas conscience au départ des risques qu'ils peuvent courir, des droits associés, de la méconnaissance des aides aussi, qu'ils ne sollicitent pas forcément, de la charge mentale. Donc, c'est un ensemble de contraintes finalement avec lesquelles l'aidant doit composer, mais dont il ne prend pas conscience sur les premiers mois. C'est fait parce que le rôle d'aidant arrive peut-être progressivement dans une partie des cas. Souvent, oui. On fait un petit peu, c'est un peu comme la grenouille qu'on met dans de l'eau et puis qu'on fait chauffer l'eau au fur et à mesure. La grenouille ne s'aperçoit pas que l'eau devient bouillante. C'est peut-être un petit peu ce cas de figure. C'est un petit peu cette image, c'est tout à fait ça d'ailleurs. Souvent, on apprend en marchant, hein, donc c'est un petit peu cette démarche. C'est vrai aussi que le rôle de l'aidant se considère souvent comme un parent, le parent d'un enfant quand il est d'un enfant handicapé, l'enfant d'un parent, le conjoint, et il considère avant tout son statut familial, ce qui paraît tout à fait logique, plutôt que son rôle d'aidant en disant je passe entre guillemets dans un nouveau statut. Donc cette démarche-là, elle n'est pas si évidente que ça. Il y a sans doute un moment de prise de conscience. Mais cette période peut être extrêmement fragilisante parce que c'est des moments où on se met en risque d'épuisement, en risque d'avoir des comportements négligents vis-à-vis de sa santé, et où c'est le moment où on a le plus besoin d'aide ou de pouvoir mettre en place des choses rapidement. D'accord. Est-ce que sur les différents baromètres que vous avez réalisés, est-ce que vous voyez des grandes tendances ou des évolutions à part ce qui est déjà important, à part la reconnaissance de l'identité d'être un aidant, est-ce qu'il y a d'autres évolutions que vous avez pu faire apparaître? Alors, sur les grandes tendances générales, je le disais au départ, hein, le maintien à domicile est une tendance 75% qui évolue un petit peu chaque année, mais qui reste extrêmement prégnante. Donc ça, on peut dire que c'est quelque chose de stable. La deuxième chose, c'est cette notion de cette notoriété du terme aidant qui évolue graduellement petit à petit, même si ce n'est pas satisfaisant aujourd'hui, mais en tout cas qui évolue de façon graduelle depuis 6 ans. Dans les grandes tendances aussi, la spécificité du baromètre, c'est qu'il compare à la fois la perception des aidants eux-mêmes, mais également de leur entourage, des non-aidants.
Et quand on compare, il y a un phénomène qui est récurrent également, c'est que les aidants sous-estiment souvent la charge, l'impact sur leur vie de leur Ah oui, situation toujours pareil. quand on la confronte en fait au regard des non-aidants. Donc ça, c'est quelque chose qui est récurrent aussi. Les aidants sont souvent beaucoup plus légers sur la façon d'évaluer leur situation que le regard de l'extérieur sur leur propre situation. D'accord, donc ouais, c'est l'entourage qui voit un aidé entre guillemets, se tuer à la tâche, C'est ça, qui vont se dire, oh là là, lui ou elle a vraiment c'est pas simple. une tâche pas simple, alors que les dents, peut-être toujours pareil, hein, peut-être que ça arrive, l'idée que ça arrive progressivement, et puis après, il y a un autre phénomène qui a le déni, la procrastination, on verra plus tard. Moi, je me souviens, la première fois que j'avais fait une étude sur les aidants, que j'avais interviewé en face à face des aidantes, c'est là que j'avais vu la détresse de certaines qui me disaient, voilà, le soir, je vais au cinéma pour me changer les idées, tellement que c'était des tâches très difficiles. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, les difficultés dans les phénomènes récurrents, les trois premières difficultés que les aidants déclarent vivre, c'est le manque de temps en premier. Donc, c'est vrai que ce côté extrêmement oppressant. La difficulté à faire face à la complexité administrative, ça, c'est un sujet récurrent. Et enfin, la fatigue physique. Est-ce qu'au fur et à mesure des années, on voit des aidants qui veulent, bon là je parle pour les parents âgés, qui veulent, entre guillemets, lâcher leurs parents et le mettre plus facilement à l'EHPAD, ou au contraire, phénomène inverse, je veux garder jusqu'au bout ma maman à domicile? Alors, là, après, on rentre dans du qualitatif, donc c'est plus nos partenaires sur le terrain qui rencontrent un certain nombre de situations. Il y a quand même une tendance, à la fois la volonté des familles ou des personnes elles-mêmes, et puis la volonté du gouvernement, c'est de pouvoir accompagner tout ce qui peut être géré à domicile. Donc, c'est vrai que le maintien à domicile est un énorme sujet. Il y a beaucoup de dispositifs qui se mettent en place pour essayer de faciliter et d'améliorer, les sécuriser. Mais en tout cas, c'est une tendance qu'on peut constater sur le terrain avec nos partenaires qui œuvrent au quotidien auprès des aidants. D'accord. Une conclusion? Une conclusion, moi j'ai envie d'avoir une conclusion avec un mot positif parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des champs de contraintes, de la complexité, de la fatigue. Il ne faut pas la nier, je pense que c'est un vrai sujet et les aidants se reconnaissent sans doute énormément dans ces sujets-là. C'est un sujet qui nous concerne tous, on l'a été, on l'est ou on le sera demain. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est très universel et un sujet de solidarité qui est très universel. Mais j'ai envie de conclure par un chiffre positif parce qu'il y a aussi des éléments positifs et heureusement sur ce lien social. Quand on demande aux aidants si l'impact de l'aide est positif ou négatif, 85% des aidants indiquent que leur situation a un impact positif sur la relation qu'ils entretiennent avec leurs proches Oui. aidés. Et ils y trouvent une vraie satisfaction. Donc là, ce dont les aidants nous parlent à travers ces 85%, c'est avant tout cette histoire d'amour et du lien entre l'aidant et l'aidé. Et voilà, j'ai envie de voir à travers ce chiffre aussi l'incarnation d'une société qui n'est pas si individualisée et si désolidarisée qu'on veut bien nous faire croire parfois. Merci beaucoup. Merci Fabienne Ernoult. Je rappelle que Merci. vous êtes déléguée générale à la RSE et à la Fondation April. Merci beaucoup. Merci.